Pourquoi Demon Slayer est si populaire? J'ai vu sur plusieurs plateformes comme TikTok, énormément de personnes ou d'influenceurs manga affirmer que Demon Slayer c'est très moyen, voire mauvais, et qu'il doit tout son succès uniquement à son animation. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que l'animation de Demon Slayer est l'unique raison de son succès? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai décidé de chercher par moi-même tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. Je n'aime pas spécialement les gens qui donnent leur avis sans apporter de faits. C'est pourquoi j'ai décidé de réunir le plus d'éléments possible pour avoir une réponse satisfaisante. En tout, ça m'a pris environ 1 mois et demi de recherche intense et beaucoup d'heures de travail, parfois très tard, pour organiser ce que j'avais trouvé. Et à la fin, j'ai enfin pu recoller tous les morceaux qui expliquent pourquoi Demon Slayer est aussi populaire. Donc je préfère vous prévenir, la vidéo risque d'être assez longue et complexe. Donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous partager ce que j'ai trouvé. L'une des raisons du succès de Demon Slayer reste son adaptation animée. Au moment où je vous parle, Demon Slayer s'est vendu à presque 220 millions d'exemplaires en 2025. Avant sa diffusion, le manga s'était vendu à 4,5 millions d'exemplaires jusqu'au tome 14. Mais après la sortie de son adaptation animée, les chiffres ont beaucoup augmenté. Entre les tomes 14 et 17, les ventes sont passées de 4,5 à 16 millions d'exemplaires, ce qui démontre que l'anime a largement contribué à la popularité de la série. Mais en réalité, ce n'est pas si anormal que ça. Le but d'une adaptation animée est de faire découvrir le manga au grand public, de le promouvoir à l'échelle nationale et internationale, et de multiplier ses ventes papier. Par exemple, My Hero Academia était déjà à environ 2 millions de ventes avec seulement 7 volumes avant son adaptation animée. Et après son adaptation, il est passé à 5,2 millions. Jujutsu Kaisen, jusqu'au tome 12, était à environ 6,8 millions de ventes. Puis entre le tome 12 et le tome 14, il est passé à 20 millions. Et SNK, jusqu'au tome 9, était à 10 millions. Et entre le tome 9 et 11, est passé à 20 millions. Du coup, quand on fait le compte des ventes de chaque manga que j'ai cité en 2025, SNK totalise 140 millions de ventes, alors qu'il n'était qu'à 10 millions de ventes avant son adaptation. Il a donc multiplié ses ventes papier par 14. JJK totalise 100 millions de ventes, alors qu'il n'était qu'à 6,8 millions avant son adaptation. Il a donc multiplié ses ventes papier par 14,7. MHA totalise 100 millions de ventes, alors qu'il n'était qu'à 2 millions avant son adaptation. Il a donc multiplié ses ventes papier par 50. Demon Slayer totalise 220 millions de ventes, alors qu'il n'était qu'à 4,5 millions avant son adaptation. Il a donc multiplié ses ventes papier par 49. Ce n'est pas anormal en soi qu'une adaptation animée multiplie les ventes d'un manga. On peut tout de même remarquer que même si MHA et Demon Slayer surperforment depuis leur adaptation, MHA a droit à une adaptation dès le tome 8, alors que celle de Demon Slayer est sortie vers son tome 15. Le fait que Demon Slayer n'ait pas été rapidement adapté en animé peut laisser penser que les éditeurs ne croyaient pas encore en sa capacité à séduire un large public. En tout cas, pas assez pour le faire plus tôt. Mais le cas de Demon Slayer n'est pas un phénomène isolé. Il y a un autre manga auquel on ne croyait pas non plus au départ et qui a connu un immense succès commercial. Et ce manga, c'est Tokyo Revenger. Avant son adaptation, Tokyo Revenger ne s'était vendu qu'à 10 millions d'exemplaires en 22 tomes. Ça peut sembler impressionnant, mais son adaptation, qui n'est pas réputée pour être la plus belle, arrive très tard, proportionnellement à d'autres mangas. Après la sortie de son animé, on observe qu'entre les tomes 22 et tome 24, les ventes sont passées de 10 à 40 millions. Du côté de Demon Slayer, sur une période similaire, entre le tome 14 et le tome 17, les ventes sont passées de 4,5 à 16 millions. Les deux séries ont donc multiplié leurs ventes par 4 grâce à leur adaptation. Fin 2025, Tokyo Revenger a atteint 80 millions de ventes, ce qui la rapproche de très grands mangas comme MHA, JJK et SNK. Donc finalement, ce n'est peut-être pas la qualité de l'animation en elle-même qui déclenche les ventes, mais bel et bien le contenu de ce qui est animé. Quand on compare un Demon Slayer à SNK, JK ou MHA, et que l'on s'attarde sur les ventes après l'adaptation, on remarque tout de même que, pour SNK, vers le tome 14, l'intérêt du public pour le manga diminue. Pour JJK, vers le tome 17, on remarque aussi une baisse d'intérêt. Pour MHA, l'intérêt global ne descend pas, mais dès le tome 11, on voit que les ventes augmentent ou baissent selon le volume qui sort, et que parfois, un volume fait moins de ventes que le précédent. Mais du côté de Demon Slayer, c'est exponentiel, les ventes ne diminuent pas, au contraire, elles augmentent à chaque tome. C'est assez surprenant, sachant que beaucoup de personnes critiquent violemment le manga en ligne et disent que c'est illisible ou moche, et affirment qu'il est très difficile de passer de l'animation au manga. Pourtant, la saison 1 n'adapte que jusqu'au chapitre 54, ce qui correspond au début du tome 7, alors que l'animé est sorti pendant la parution du tome 14. Autrement dit, les spectateurs avaient largement le temps de rattraper le manga, de constater ses prétendus défauts et d'arrêter de l'acheter s'ils le trouvaient vraiment mauvais. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, non seulement le public a continué à acheter, mais il achetait de plus en plus. Cela laisse penser qu'au-delà de la qualité de l'animation, l'histoire de Demon Slayer fonctionne assez pour captiver et retenir l'attention des lecteurs. Le bouche à oreille, le rythme soutenu de l'intrigue et l'efficacité émotionnelle du scénario ont transformé des spectateurs occasionnels en lecteurs assidus, malgré les critiques. L'une des raisons qui explique le succès de Demon Slayer, c'est sa fanbase.
Grâce à l'outil Dogpit, un outil japonais d'analyse de marché et de tendance, on peut mesurer la popularité de Demon Slayer en regardant les recherches web au Japon entre 2018 et 2020. Durant cette période, on peut identifier 4 étapes clés pour comprendre l'évolution de l'intérêt du public pour Demon Slayer. De novembre 2018 à avril 2019, avant l'adaptation animée, on peut observer qu'au niveau des recherches web, il y a 44% d'hommes contre 56% de femmes. Le premier public qui s'intéresse à Demon Slayer est surtout féminin. Il est majoritairement composé de personnes entre 20 et 30 ans, donc plutôt des jeunes adultes. De mai à octobre 2019, l'anime est diffusé. On passe alors de 41,3% d'hommes contre 58,7% de femmes. Il y a un public encore plus féminin qu'avant, d'environ 3%. Mais c'est principalement le public autour des 20 ans qui font le plus de recherches. De novembre 2019 à avril 2020, c'est ce que l'on appelle le boom des collaborations commerciales, avec des produits dérivés, des partenariats avec des marques, des promotions croisées dans la restauration, les magasins et les jeux mobiles. Durant cette période, on passe à 43,8% d'hommes contre 56,2% de femmes. Il y a une légère baisse du poids féminin, mais il reste toujours majoritaire. On remarque aussi une hausse significative des 30-40 ans, tout en gardant les 20-30 ans comme fanbase. Il y a un élargissement générationnel grâce aux collaborations, avec un public plus âgé qui rejoint le phénomène. De mai à octobre 2020, on a la sortie du film « Le train de l'infini ». On a 42% d'hommes contre 57,1% de femmes. On observe une stabilité au niveau du genre, et la tranche d'âge, 30-40 ans, devient le cœur principal de la fanbase. Le film fait totalement basculer Demon Slayer vers un public adulte, avec un noyau dur féminin. Pourtant, quand on se base sur le Shueisha Media Guide de 2022, un document officiel de la Shueisha qui fournit des données sur l'application de lecture Shonen Jump+, on voit qu'ils ont 65% d'utilisateurs masculins et 35% féminins. Les tranches d'âge majoritaires sont les 18-24 ans à 32% et les 25-29 ans à 20%. Quand on compare les statistiques du Jump Plus avec les données de recherche de Dogpit, on constate que le public de Demon Slayer ne correspond pas vraiment au profil de l'audience type du Shonen Jump, censé, en théorie, s'adresser à des adolescents. Dans un même magazine, qui vise a priori un public précis, on observe pourtant une grande diversité de lecteurs, d'âges et de sexes variés, qui soutiennent des histoires très différentes. Par exemple, dans un sondage du Nikkei de 2012, on peut remarquer que des séries comme Toriko, Belzebub ou Naruto attirent majoritairement un public masculin, tandis que des titres comme Haikyuu, Gintama, One Piece ou Bleach rassemblent une part importante de lectrices, parfois jusqu'à 66%. Mais malheureusement, le sondage ne précise pas l'âge des intervenants. Quand on continue d'analyser les recherches Dogpit, mais cette fois entre 2021 et 2024 sur Demon Slayer, on remarque encore 4 points clés. Durant la première période d'avril à décembre 2021, on passe de 40% d'hommes contre 60% de femmes. Le public devient encore plus féminin. De janvier 2022 à décembre 2023, on voit qu'au niveau du genre et de l'âge, le public reste stable. Et pour finir, de janvier à mai 2024, on a 38,4% d'hommes pour 61,6% de femmes. Le public devient encore plus féminin. On observe aussi une progression des lecteurs plus âgés. Il y a plus d'intérêt du public 40-50 ans que du public 10-20 ans. Dans un sondage réalisé en 2021 par Monitas sur plus de 500 000 personnes au Japon entre 15 et 70 ans, quand on demande aux intervenants quelle série animée trouvez-vous la plus intéressante, Demon Slayer finit premier avec 49 000 réponses positives. Ensuite, si on regarde le classement par âge et par sexe, Demon Slayer figure dans le top 3 pour toutes les tranches d'âge. On remarque que de 10 à 50 ans, Demon Slayer est premier chez les femmes, alors que chez les hommes, de 10 à 20 ans, One Piece domine. Et chez les 30-40 ans, c'est Dragon Ball qui est premier. Donc finalement, après toutes ces comparaisons, on constate que Demon Slayer a un profil atypique pour un shonen publié dans le Shonen Jump, ce qui pourrait expliquer ses ventes un peu faibles au début. Et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les adolescents sont assez minoritaires dans la fanbase qui achète Demon Slayer. Sur les 220 millions d'exemplaires vendus au total, 56 millions ont été vendus à l'étranger et 164 millions au Japon. C'est colossal, ça représente environ 75% des ventes au Japon contre 25% à l'étranger. Donc finalement, Demon Slayer est un phénomène surtout japonais, dont le succès repose surtout sur un lectorat croisé, mais porté principalement par les femmes adultes, avec un public d'âge varié. L'une des raisons du succès de Demon Slayer vient aussi de ce que les fans apprécient le plus dans la série. Dans une enquête Oricon Monitor Research de 2020, réalisée au Japon sur 3848 personnes, on remarque que sur les 1558 personnes qui déclarent être familières avec la série, 1182 personnes affirment qu'elles aiment ou aiment vraiment la série. Et quand on leur demande, dans un sondage à choix multiples, ce qu'elles préfèrent de la série, l'histoire arrive en tête avec 76,4%. L'univers et le décor en deuxième avec 49,3%. Et la proximité avec les personnages en troisième avec 45,3%. Dans un autre sondage, d'Anime Time en mai 2020, sur 316 fans interrogés, dont 89 participants étaient des hommes et 217 des femmes,
avec une forte proportion de participantes âgées de 10 à 19 ans et de 30 à 50 ans. Quand on leur demande pourquoi ils trouvent Demon Slayer intéressant, les personnages arrivent en tête avec 80,7%. Puis on a l'histoire avec 72,8%, l'univers et la vision du monde avec 57,9% et le cadre et le décor avec 48,4%. L'enquête demandait aussi aux participants d'expliquer leurs propres raisons d'aimer le manga. Beaucoup d'entre eux ont souligné le rythme et l'originalité de chaque personnage. D'autres ont écrit que l'histoire est accessible à tous et n'utilise pas de vocabulaire compliqué, et que non seulement le personnage principal, mais aussi les démons ont leur propre histoire personnelle. Les sondages n'ont pas été faits sur un très grand échantillon de personnes, mais ils donnent déjà une idée de ce qui pourrait pousser les fans à apprécier Demon Slayer. Est-ce que ces fans ont raison d'apprécier Demon Slayer pour ces critères ? Est-ce que l'histoire, les personnages ou le cadre de Demon Slayer sont vraiment assez qualitatifs pour justifier son succès ? Pour répondre à cette question, j'ai réfléchi plusieurs fois à l'angle par lequel commencer, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'avant de parler de l'histoire, des personnages ou encore de la vision du monde de Demon Slayer, il fallait d'abord analyser son cadre, son contexte historique, qui est très important pour comprendre pourquoi Demon Slayer séduit autant. L'une des raisons qui explique le succès de Demon Slayer, c'est aussi son contexte historique. L'histoire de Demon Slayer se déroule au début de l'ère Taisho. Mais pour vraiment comprendre l'importance du choix de cette période, il faut s'intéresser à l'époque qui l'a précédée, la restauration Meiji, de 1868 à 1912. Pour le Japon, c'est un moment très important, car c'est là que le pays s'ouvre à l'Occident, après plus de 2 siècles d'isolement. Cette ouverture est imposée par la pression internationale, de puissances comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Cette pression force le Japon à se remettre en question et à se moderniser rapidement pour rester compétitif et pour éviter d'être partiellement colonisé comme la Chine. Mais cette modernisation fulgurante se diffuse lentement hors des grandes villes. Dans les campagnes, la vie reste rythmée par les traditions, les croyances et un folklore où réel et surnaturel se confondent. C'est à partir de cette période qu'est née l'image classique d'un Japon que l'on dit entre tradition et modernité. L'expression a été popularisée par des intellectuels japonais et des observateurs occidentaux. Elle exprime une très ancienne problématique japonaise vis-à-vis des puissances étrangères, qui reste toujours d'actualité. Comment se moderniser sans perdre ses traditions ? Historiquement, le Japon va adopter les sciences et les techniques étrangères pour survivre et rester compétitif, tout en préservant l'âme japonaise comme socle culturel. Demon Slayer choisit l'ère Taisho pour montrer ce dilemme, celui d'un Japon à 2 visages, car c'est à cette époque que le fossé culturel entre les villes modernisées et les campagnes encore ancrées dans leurs traditions est le plus marqué et visible. On peut le remarquer dans l'arc d'Asakusa, où Tanjiro venu de la campagne découvre et s'émerveille devant les lumières électriques de la ville, les costumes occidentaux et la foule de Tokyo, des choses qu'il n'avait jamais vues dans ces montagnes. Dans l'arc du train de l'infini, les personnages découvrent les trains à vapeur pour la première fois. Le manga souligne ce choc culturel à travers la réaction absurde d'Inosuke, qui croit que le train est un monstre gigantesque. Habituellement, les yokai, créatures surnaturelles issues des croyances japonaises, qui ont inspiré la conception des démons de Muzan, sont liées aux forêts et aux montagnes, des espaces sauvages et préservés où le spirituel persiste face à la modernité. Mais Demon Slayer montre que la menace des démons s'étend désormais aux zones urbaines. On voit Muzan se promener tranquillement à Asakusa, et les démons frappent jusque dans les trains à vapeur, comme on le voit dans le train de l'infini. Face à cette menace, l'œuvre propose une réponse double, allier tradition et modernité pour se défendre. Et ce sera grâce à l'Inno Kagura et la science que la victoire sera peut-être possible. L'une des raisons qui explique le succès de Demon Slayer, c'est la symbolique de l'Inno Kagura. L'Inno Kagura s'inspire du Kagura, une danse rituelle japonaise exécutée dans les sanctuaires Shinto pour honorer les kami et chasser les mauvais esprits. Autrefois, de nombreux Kagura nocturnes avaient lieu en hiver, surtout autour du solstice ou du Nouvel An, moment charnière où l'on invoquait la protection des divinités face aux ténèbres et où les communautés villageoises se rassemblaient. Cette pratique trouve ses origines dans la mythologie. Selon la légende, la déesse Ameno Uzume dansa pour faire sortir Amaterasu, déesse du soleil, de la grotte où elle s'était réfugiée, ramenant ainsi la lumière dans le monde. Dans Demon Slayer, ce rituel devient l'Inno Kagura, symbole du Japon traditionnel. Pour un lecteur japonais, il évoque immédiatement une coutume familière, ce qui favorise l'adhésion à l'histoire et explique en partie le succès de l'œuvre auprès d'un public plus âgé et japonais, là où un public occidental peut y être moins sensible. L'une des raisons qui explique le succès de Demon Slayer, c'est aussi toute sa symbolique sur la science et la modernité. À l'ère Meiji, le Japon a appris qu'il devait se moderniser pour survivre, en intégrant la science et les technologies occidentales à son industrie, son armée et son système éducatif. Et dans Demon Slayer, 2 personnages incarnent cette modernisation nécessaire. D'abord, il y a Shinobu, qui possède une expertise médicale, en partie héritée de ses parents, qui travaillaient dans la préparation de médicaments. Ses compétences médicales lui permettent de soigner des blessures graves et de contrer les effets des poisons démoniaques. Elle ne se contente pas de manier une épée, elle dissèque les démons, analyse leurs faiblesses, élabore des poisons et soigne les blessés. On a ensuite Tamayo, qui dirige une clinique secrète à Asakusa, où elle soigne des humains malades ou blessés.
Par exemple, elle soigne Tanjiro et Nezuko lorsqu'ils arrivent à Tokyo et analyse son état. Elle travaille aussi à rendre Nezuko plus humaine en réduisant sa dépendance au sang et en renforçant sa résistance au soleil. La collaboration entre Tamayo et Shinobu jouera un rôle crucial dans la bataille finale. Inokami Kagura donne à Tanjiro la force technique et spirituelle pour se battre, et la science de Tamayo et Shinobu rend possible la victoire. Leur fusion incarne un Japon qui, comme durant l'ère Meiji, avance vers l'avenir en gardant ses traditions tout en se modernisant, ce qui lui permet de survivre dans un monde compétitif. Après tout ce développement historique, il semble évident que le fond de Demon Slayer est indissociable de l'histoire du Japon, ce qui pourrait expliquer son succès auprès des Japonais, qui représentent pratiquement 75% des ventes de Demon Slayer dans le monde. Et c'est aussi ce qui peut expliquer pourquoi à l'étranger, ce fond est beaucoup moins compris. Mais si Demon Slayer n'était qu'un miroir du Japon et n'était adressé qu'aux Japonais, il ne pourrait pas toucher les lecteurs à l'international. Ce qui touche le public dans une histoire, ce ne sont pas seulement les symboles ou l'univers, ce sont aussi les personnages. Le succès de Demon Slayer s'explique aussi grâce à ses deux personnages principaux. Déjà, le personnage de Tanjiro, contrairement au héros traditionnel du Shonen Jump, n'a pas de grandes ambitions. Il vient d'une famille modeste, vendeur de charbon, qui vit dans les montagnes. Il n'aspire ni à devenir le plus fort comme Goku, ni à obtenir un statut prestigieux comme Luffy ou Naruto. Son unique but est de protéger sa sœur Nezuko et de trouver un moyen de lui rendre son humanité. En ce sens, d'un magazine qui a longtemps valorisé des figures plus rebelles et ambitieuses, c'est plutôt un héros original. Pour les lecteurs, habitués aux personnages comme Luffy, la simplicité de Tanjiro peut sembler fade, mais tout le monde ne peut pas devenir le roi des pirates ou devenir Hokage. Donc Tanjiro ressemble beaucoup plus à une personne normale et ses aspirations à celles que peuvent avoir les gens en général. Être heureux chez soi avec les siens. Contrairement à d'autres héros, Tanjiro n'est pas un personnage isolé. Il est toujours accompagné de sa sœur Nezuko. Sans Nezuko, l'histoire n'existerait pas. Elle est la raison pour laquelle il se bat. Mais elle n'est pas limitée à un rôle classique de fille à sauver comme Peach ou Zelda. Elle est présente sur le terrain et joue un rôle déterminant dans les affrontements, et sauve parfois la vie de Tanjiro. C'est assez rare qu'il y ait un duo de personnages filles-garçons qui ne soit pas dans une dynamique de relation amoureuse. Son lien avec Tanjiro relève plus de l'amour fraternel et sincère, dénué d'intentions cachées. La relation entre Tanjiro et Nezuko peut rappeler celle d'Edouard et Alphonse dans Fullmetal Alchemist. Mais ce qui est intéressant commercialement, c'est que le personnage soit une fille, car cela facilite l'identification pour un public féminin, contrairement à Alphonse dans Fullmetal Alchemist, ce qui participe également au succès global de Demon Slayer. Le succès de Demon Slayer s'explique aussi par ses personnages secondaires, notamment les piliers. Assez souvent, chaque manga offre au spectateur d'autres personnages auxquels s'attacher, dans le cas où il n'apprécierait pas assez le héros. Dans l'ancienne génération, ce sont les Z-Fighters dans Dragon Ball, l'équipage du chapeau de paille dans One Piece, les 11 jeunes de Konoha dans Naruto, ou encore les capitaines du Gotei 13 dans Bleach. Dans la nouvelle génération, on a les camarades de la 104e brigade dans SNK, la classe 1A dans MHA, ou les élèves de l'école d'exorcisme de Tokyo dans JJK. Mais là où les piliers de Demon Slayer se distinguent des autres groupes de personnages, ce n'est pas par leur puissance ou leur efficacité, mais par le fait qu'ils peuvent réellement mourir. La mort est quelque chose d'irréversible, c'est pour ça que beaucoup de mangas hésitent à sacrifier des personnages principaux ou des membres proches du héros. Le succès de Demon Slayer s'explique dans sa façon de traiter la mort. Dans l'ancienne génération, il y a peu de morts. Par exemple, dans Dragon Ball, les personnages meurent mais sont ressuscités trop fréquemment pour que la mort ait un réel impact. Dans Bleach, peu de morts marquent vraiment, à part peut-être celles de Gin, Yamamoto et Yukitake. Dans l'ancienne génération, quand on pense à des morts marquantes, on va souvent penser à Jiraiya dans Naruto ou à Ace dans One Piece. Le problème, c'est que ces morts n'ont pas d'impact si durable que ça dans le scénario. Par exemple, la mort d'Ace et les événements de Marineford marquent un changement chez Luffy. Ils sont censés lui faire comprendre qu'il ne peut plus vivre ses aventures avec l'insouciance du début. Le but est de démontrer que la vie de pirate a un prix, que Luffy est trop faible et que s'il ne progresse pas, il perdra ses compagnons. Sur le papier, c'est une excellente idée, car elle promet une évolution du héros et un univers où les conséquences sont réelles. Mais cette promesse narrative est partiellement trahie par la suite, car jusqu'à aujourd'hui, aucun personnage de son équipage n'est mort. Le fait qu'il n'y ait pas de mort, pas de conséquences, diminue la crédibilité des dangers qu'ils affrontent. Si l'équipage survit toujours, alors les risques, aussi spectaculaires soient-ils, semblent sans véritable coût. La mort d'Ace, qui promettait un monde de pirates impitoyables, devient finalement juste un événement isolé. A l'inverse, dans Demon Slayer, la mort de Rengoku, qui peut être considérée comme un équivalent narratif, fait une promesse, que la série tient jusqu'au bout. Personne n'est à l'abri, pas même les personnages les plus puissants. Le choix de tuer le personnage, aussitôt, surprend car ça va à l'encontre des codes habituels du shonen. En général, les personnages importants, charismatiques et au design marquant sont souvent préservés longtemps, car leur potentiel narratif et commercial est jugé trop précieux pour être sacrifié tôt. Pourtant Tanjiro, il aurait dû représenter bien plus qu'un allié, ça aurait dû être son mentor. Il aurait dû être pour lui l'équivalent d'un Jiraiya pour Naruto. Pour le spectateur, il incarnait un repère rassurant, un pilier sur lequel les héros pouvaient compter pour les protéger. Cette impression de sécurité avait déjà été installée dans l'arc contre Rui, une lune inférieure.
Tanjiro, Zenitsu et Inosuke n'avaient survécu que grâce à l'intervention des piliers Tomioka et Shinobu. Dans Demon Slayer, les piliers sont le sommet des forces humaines, l'équivalent en puissance dans One Piece des amiraux ou des Kage dans Naruto. La mort de Rengoku détruit cette certitude. Il perd contre Akaza, qui ne se bat même pas à pleine puissance. On comprend que même l'élite des pourfendeurs n'est pas de taille face aux lunes supérieures. Objectivement, sa mort affaiblit les pourfendeurs, militairement et psychologiquement. Et après sa mort, l'issue de chaque combat devient incertain. Au fil de l'intrigue, Demon Slayer tient sa promesse et pousse cette logique jusqu'au bout. Aucun combat ne sera facile et plusieurs autres piliers vont mourir. Ce choix donne à l'histoire une véritable tension narrative et un sentiment de suspense permanent. Rengoku n'est que le premier d'une longue série et cela offre à l'œuvre un traitement plus réaliste du prix à payer pour atteindre un objectif aussi difficile. Car il faut le rappeler, en 113 ans, aucun pilier n'a réussi à vaincre une lune supérieure. Les anciens shonen manquaient de conséquences durables dans les combats difficiles. Ce manque de réalisme ne sert pas leurs enjeux et limite la portée des messages idéologiques que peuvent transmettre ces mangas. En comparaison, quand on regarde du côté de la nouvelle génération, chez SNK, il y a beaucoup plus de morts, mais elles ne sont pas aussi importantes émotionnellement, car elles concernent souvent des personnages moins développés. Et du côté des morts importantes, beaucoup penseront à Erwin. Mais par rapport à la mort d'Ace, qui est importante pour Luffy, ou à celle de Jiraiya, qui est déterminante pour Naruto, la mort d'Erwin est surtout cruciale pour Levi, pas pour Eren. Elle marque les spectateurs, elle marque Levi, mais elle ne rend pas plus fort le protagoniste, comme la mort d'Ace pour Luffy, ou celle de Jiraiya pour Naruto. La mort la plus importante de SNK est peut-être celle d'Eren, mais elle clôt l'histoire, elle ne marque donc pas un virement fort dans le scénario. Dans MHA, on penserait à des personnages comme Seer Night Eye ou Twice. Mais ce que je retiens personnellement, ce sera toutes les occasions de tuer le personnage d'All Might, que l'auteur n'a volontairement pas choisi de faire, et qui pourtant ferait sens scénaristiquement. Dans JJK, l'auteur ose tuer des personnages importants, comme Nanami ou Gojo. Mais en général, dans les shonen qui fonctionnent, il y a souvent peu de morts, même secondaires. Et quand on compare Demon Slayer à la New Gen, on remarque qu'il y a un nombre très élevé de personnages secondaires, réellement importants qui meurent, ce qui en fait un manga à part. Ce n'est pas un shonen si classique que ça à ce niveau. Le succès de Demon Slayer s'explique aussi par l'efficacité de son introduction. Par exemple, dans Dragon Ball, on a un encart narratif qui détaille un peu le contexte géographique de l'histoire. On nous explique que l'on va avoir une aventure étrange et merveilleuse. On voit le personnage de Goku, mais il n'est pas central. On se focalise sur l'univers. Du côté de One Piece, là encore, on se concentre sur l'univers. L'introduction nous parle de Gold Roger et de l'avènement de l'ère de la piraterie. Le personnage principal n'est pas encore introduit, et on se focalise surtout sur Roger. Dans Naruto, on se concentre encore sur l'univers. On nous parle de Kyuubi et du 4e Hokage, mais le personnage principal n'est pas encore là. Du côté de Bleach, l'œuvre essaie de se distinguer des autres, en misant davantage sur l'atmosphère. On voit Rukia chercher quelque chose, mais on ne voit pas directement Ichigo. Finalement, on a moins d'informations sur le lore que chez les autres. Ça reste assez vague et à titre personnel, à ce moment de l'histoire, je ne me demande pas spécialement ce qu'elle cherche. Contrairement aux autres introductions, ça ne répond à aucune question, comme où, quand ou comment. Du côté de Demon Slayer, on voit directement Tanjiro porter sa sœur ensanglantée et essayer de la sauver. Par rapport aux autres shonen, c'est plus choquant visuellement. C'est la seule introduction avec du sang, et qui implique directement le personnage principal dans l'action. Dès la première page, on comprend assez vite que l'univers est sans doute plus violent, qu'il y a du danger, et que l'objectif de Tanjiro est de sauver sa sœur. L'ancienne génération n'est pas aussi rapide à faire comprendre les enjeux de son univers et de son intrigue. Personnellement, si je ne connaissais pas la suite des autres mangas, j'aurais surtout envie de découvrir la suite de Demon Slayer plutôt que celle des autres. Quand on regarde du côté de la New Gen, par exemple dans Jujutsu Kaisen, on remarque aussi une volonté de faire des introductions plus dynamiques et engageantes, sans explication de lore. Sur la première page, on voit Megumi, qui n'est pas le personnage principal, chercher quelque chose. Ça peut faire penser au début de Bleach, mais on sait au moins précisément ce qu'il cherche. À titre personnel, je n'ai pas spécialement plus envie de savoir pourquoi Megumi cherche un talisman, car on ne sent pas directement les enjeux importants autour. Il n'y a aucun danger immédiat, comme dans Demon Slayer. Dans SNK, on est dans la situation inverse, on est face à un danger. On voit des hommes qui chassent un monstre géant. Cela peut pousser le spectateur à se demander quelle est cette créature, pourquoi il la cible et comment ils vont faire pour la battre, ce qui donne envie de tourner la page pour en savoir plus. Et ici, la page se concentre surtout sur la peur, et le personnage principal n'est pas introduit. Du côté de Demon Slayer, la situation est déjà plus avancée, car un personnage est déjà grièvement blessé, alors que dans SNK, les personnages sont encore en bonne santé. La série va surtout se démarquer par la peur que provoque la créature en apparaissant. Niveau introduction, c'est assez équivalent, mais ce qui va pousser un lecteur à choisir plutôt l'un que l'autre dépend davantage de ses goûts, de ce qu'il cherche, plutôt que de la qualité réelle de l'introduction. Et du côté de My Hero Academia, c'est vraiment très complet. On a des encarts comme dans l'ancienne génération, mais contrairement à ceux de Dragon Ball, Naruto ou One Piece, le narrateur, c'est Izuku. Cela permet de comprendre, assez rapidement et efficacement, comment fonctionne le monde de My Hero Academia, et quels sont les rapports de force entre les personnages. De plus, le personnage est directement introduit avec son rival dans une scène d'action, et on voit des enfants avec des pouvoirs.
Même si MHA a techniquement la meilleure introduction toute génération confondue, celle de Demon Slayer rivalise honnêtement avec des mangas comme SNK ou JJK et n'a donc pas à rougir face à ses concurrents. Le succès de Demon Slayer s'explique aussi par son élément déclencheur, son hook. Le hook, c'est l'accroche placée au début d'un contenu. C'est ce qui va déterminer si le spectateur souhaite continuer à lire ou non. L'équivalent du hook dans la théorie du scénario serait l'élément déclencheur, l'événement qui pose un problème et lance la vraie intrigue. Dans Dragon Ball, l'élément déclencheur, c'est Bulma, qui vient emprunter la boule de cristal de Goku et lui propose de chercher les autres avec elle. Mais le fait que Bulma soit venue chercher Goku ne laisse pas forcément imaginer que l'histoire va évoluer au point où elle a évolué ensuite. L'élément déclencheur ne laisse pas deviner que Goku va devenir malgré lui le protecteur de la Terre, ou qu'il voudra être le plus fort du monde ou de son univers. Dans One Piece, ce qui ressemble le plus à un élément déclencheur, ce sera l'arrivée de Shanks sur l'île de Luffy, qui lui donnera envie de devenir pirate, et le fait que Luffy mange un fruit du démon. Mais cela ne laisse pas deviner toutes les intrigues à venir avec le gouvernement mondial, les Poneglyphs ou Joy Boy. Dans Bleach, ce sera le fait que Rukia transmette ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo, après l'attaque d'un Holo. Mais cela ne laisse pas deviner toutes les intrigues qu'il y aura avec Aizen ou Iwatch. Et dans Naruto, ce sera le fait que Naruto veuille prouver sa valeur au village, après avoir été rejeté par les villageois. Mais cela ne laisse pas entrevoir toutes les intrigues avec l'Akatsuki, Sasuke ou encore Kaguya. Dans Demon Slayer, l'élément déclencheur, c'est la mort de la famille de Tanjiro, et le fait qu'il veuille rendre à sa sœur son humanité. Dans le premier chapitre, il y a déjà tous les éléments qui permettent de savoir comment va finir l'intrigue. On comprend qu'il doit soigner sa sœur, mais aussi qu'il devra, à un moment donné, faire face au meurtrier de sa famille Muzan. Quand on compare la fin de Demon Slayer à la fin des mangas de la Old Gen, elle paraît bien plus maîtrisée et pensée pour l'efficacité. Dans la Old Gen, les auteurs dépensaient énormément d'énergie à développer des intrigues parallèles, au point de ne plus en avoir assez pour construire des fins réellement satisfaisantes. A l'inverse, Demon Slayer concentre toute son énergie sur sa conclusion, quitte à sacrifier les détours narratifs. Et même si sa fin reste prévisible, elle est plus satisfaisante que celle de Naruto ou Bleach, par rapport aux promesses narratives faites aux spectateurs au début. Cette efficacité donne à Demon Slayer une place rare dans le paysage manga. Mais cette tendance à se focaliser sur l'intrigue principale, est-ce qu'on la retrouve uniquement chez Demon Slayer ou est-ce qu'elle existe aussi dans les autres mangas de la New Gen? Du côté de SNK, l'élément déclencheur, c'est l'attaque du titan colossal, ou peut-être la volonté d'Eren de rejoindre le bataillon d'exploration. Théoriquement, le but initial de l'attaque des titans serait de tuer tous les titans. Mais tout comme dans l'ancienne génération, il n'y a rien qui permette d'imaginer le twist scénaristique. Cependant, comme ce twist était prévu, ce changement est plus maîtrisé et contrôlé. Il y a un vrai foreshadowing quand on relit une deuxième fois. Le problème, c'est qu'il faut relire pour vraiment apprécier ce double niveau de lecture. Cela classe donc SNK à part. Il est original à sa manière, mais dans une autre catégorie. Artistiquement, c'est intéressant, mais commercialement, il ne garantissait à l'auteur qu'il pourrait terminer son histoire durant sa publication. L'auteur a profité du fait de ne pas être publié dans le Shonen Jump hebdomadaire, qui est plus sélectif sur le court terme, avec son système de vote et plus à l'écoute d'un public très précis. Alors que dans le Besatsu Shonen Magazine de Kodansha, qui est un mensuel, il n'y a pas de classement interne. Les séries y ont donc plus de sécurité éditoriale, et n'ont pas autant besoin de performer sous la menace d'une annulation rapide. Elles sont plutôt jugées au niveau des tomes reliés et des sondages de satisfaction. Du côté de JJK, l'élément déclencheur, ce sera Megumi qui interpelle Yuji, pour lui demander de l'aide afin de récupérer le doigt de Sukuna. L'élément déclencheur installé dans le chapitre 1 aura un lien avec la fin de JJK, car l'objectif final sera d'éliminer Sukuna. Mais avant ça, il y a beaucoup de digressions, de faux éléments déclencheurs qui ralentissent l'avancée de l'histoire et détournent de l'objectif principal. Yuji doit sauver son club de l'occulte en affrontant un autre club pour garder la salle, et aussi s'occuper de son grand-père avant qu'il ne meure devant lui. Enfin, dans My Hero Academia, l'élément déclencheur, ce sera quand Midoriya se montre héroïque en essayant de sauver Bakugo face à un vilain et se fait repérer par All Might. Cela va lui permettre d'intégrer le lycée UE et de devenir un héros qui combat des vilains. On peut facilement imaginer qu'à un moment donné, il devra affronter un vilain vraiment fort. C'est donc équivalent à Demon Slayer en termes d'efficacité et d'absence de digression. Au final, sur les premiers chapitres de la New Gen, JJK digresse beaucoup, SNK est hors catégorie à cause de son système éditorial, et MHA est plutôt proche niveau efficacité. Donc par rapport à la concurrence, Demon Slayer, au niveau de son écriture, ne s'en tire pas si mal. Le succès de Demon Slayer s'explique aussi par son premier arc. Un arc, c'est une mini-histoire dans la grande histoire, avec un début, un milieu et une fin. Chaque arc se concentre sur un objectif, un conflit ou un développement spécifique, tout en s'inscrivant dans la continuité de l'histoire principale. Le premier arc de manga n'est pas comme les suivants. C'est là que l'histoire va devoir faire ses preuves auprès des éditeurs et déterminer s'ils vont continuer à investir de l'argent dedans. Il doit capter l'attention des lecteurs pour les inciter à continuer. Les éditeurs du Shonen Jump demandent souvent au mangaka de concevoir un premier arc qui pourrait, en théorie, servir de conclusion autonome si la série est annulée prématurément. Du coup, assez souvent le premier arc est structuré pour offrir une certaine résolution narrative ou un point d'arrêt naturel. Mais parfois, le terme arc peut être confondu avec celui de saga. Du côté de Dragon Ball, le tout premier arc est celui de l'empereur Pilaf, qui s'étend du chapitre 1 au chapitre 23.
Bulma recrute Goku pour l'aider à collecter les Dragon Ball, cette boule de cristal capable, une fois réunie, d'invoquer le dragon Shenron pour exaucer un vœu, celui de trouver un petit ami. Cette quête les entraîne dans une succession d'aventures marquées par des rencontres importantes, comme Tortue Géniale, Oolong, Yamcha, Puar, Chi-Chi et Gyomao. L'antagoniste principal Pilaf cherche lui aussi à réunir les Dragon Ball, afin de conquérir le monde. Dans la dernière partie de l'arc, il réussit à voler les 5 Dragon Ball de Goku et ses compagnons. Pilaf parvient même à invoquer Shenron, mais Oolong sabote son vœu en demandant une culotte, ce qui donne une conclusion absurde à la quête de Bulma. L'histoire se conclut par une séparation des protagonistes. Bulma se rapproche de Yamcha, ce qui résout en partie sa problématique. Et Goku part à la recherche de la Dragon Ball à 4 étoiles de son grand-père, disparu après l'invocation de Shenron. L'arc de l'empereur Pilaf joue parfaitement son rôle de premier arc autonome. La quête des Dragon Ball trouve une véritable conclusion avec l'invocation de Shenron. Et même si le vœu final est tourné en dérision, il boucle l'intrigue principale, annoncée au premier chapitre. Si Dragon Ball avait été annulé à ce stade, l'histoire aurait pu s'arrêter là et offrir une fin satisfaisante, tout en laissant ouverte la possibilité de suite. Néanmoins, si Dragon Ball était publié aujourd'hui, il ne rivaliserait pas directement avec des shonen comme l'Attaque des Titans ou Demon Slayer, fondés sur des intrigues plus sombres. Il se rapprocherait plus de séries du Jump comme Sakamoto Day, Undead Unluck ou Mashle, qui combinent action et humour. L'humour grivois de l'arc Pilaf passerait sans doute moins bien auprès d'un lectorat moderne, mais son rythme rapide, son ton léger et son univers lui offriraient encore de solides chances de succès. Du côté de One Piece, sur les chapitres 1 à 7, on a l'arc Romance Down, parfois appelé arc du colonel Morgan. Il s'agit du premier arc de la saga East Blue. Cet arc se divise en 3 volets. Le premier raconte comment Monkey D. Luffy a obtenu ses pouvoirs et son chapeau de paille, tout en affirmant sa détermination à devenir pirate. Le second met en scène sa rencontre avec Kobe, un garçon qu'il aide à s'échapper de l'autorité de Lady Alvida. Enfin, le troisième volet montre sa tentative de recruter Roronoa Zoro dans son équipage, ce qui le conduit à affronter le colonel Morgan. Si on analyse à quel point cet arc introductif rapproche Luffy de son objectif final, qui est de découvrir le One Piece, on reste encore très loin du but. Contrairement à Dragon Ball, où la constitution de l'équipe et la progression de l'intrigue sont rapides et efficaces, ici, Luffy n'a rencontré que Zoro. Kobe, quant à lui, semble destiné à devenir plus tard un rival ou un allié majeur, mais il reste en retrait. En réalité, cet arc n'apporte presque rien à la compréhension de ce qu'est le One Piece. Et même si l'œuvre s'inspire fortement de Dragon Ball, elle ne possède pas la même efficacité narrative. Le moment d'un One Piece qui se rapprocherait, en termes de rôle narratif, de la fin de l'arc Pilaf, et qui marque la fin de l'introduction et le passage du prologue à l'histoire principale, ce serait la conclusion de la saga East Blue, au chapitre 100. Car c'est à ce moment de l'histoire que l'équipage est enfin réuni. Chacun a affirmé son rêve, et il s'apprête à quitter East Blue pour commencer la véritable aventure sur Grand Line. Du côté de Bleach, je n'ai pas trouvé de découpage clair. Certains disent que le premier arc va du chapitre 1 à 70. C'est l'arc du Shinigami remplaçant. Mais vu la longueur, ça ressemble plus à une saga. Du coup, pour pouvoir comparer, j'ai essayé de voir ce qui se passait entre le chapitre 1 à 12. Et globalement, il y a la rencontre avec Rukia, il y a les premiers affrontements contre les Holos, et l'éveil des pouvoirs spirituels de Reime et Chad. À ce stade de l'histoire, Ichigo n'a pas vraiment d'objectif clair, sauf celui de s'occuper des Holos au fur et à mesure. L'intrigue avance, mais on ne sait pas où on va. Rétrospectivement, quand on connaît la suite avec Ewatch, la Soul Society ou Aizen, tout cet arc apparaît presque comme un bonus. Bleach, tout comme One Piece, a un premier arc et une première saga assez lente. Le moment qui se rapprochera le plus de l'arc Pilaf, c'est quand Ichigo part sauver Rukia avec son groupe d'amis au chapitre 70. Du côté de Naruto, du chapitre 1 à 8, on a l'arc de la formation de l'équipe 7. L'arc introduit la Team 7 et l'épreuve des clochettes, ce qui, a priori, fait avancer l'histoire. Mais dans le même arc, on trouve aussi des digressions, comme le passage avec Konohamaru et Ebisu au chapitre 2, qui n'est pas directement utile aux enjeux de l'arc ou à l'objectif long terme de Naruto. Il y a aussi le moment où Naruto ligote Sasuke pour prendre sa place et pour passer du temps avec Sakura, en se faisant passer pour lui. J'ai connu des personnes qui ont abandonné Naruto dès les premiers tomes à cause de ça, car elles ne comprenaient pas où ça allait. Dans Naruto, l'équivalent de l'arc Pilaf, ce serait l'arc du pays des vagues, du chapitre 1 à 33, car c'est là que Naruto vit sa première vraie mission dangereuse, qui réalise vraiment ce que c'est que d'être un ninja, et que se termine une première intrigue. One Piece, Naruto, Bleach, qui sont pourtant censés être les héritiers directs de Dragon Ball, n'ont visiblement pas hérité de son efficacité sur le premier arc. Mais au moins, Naruto a le mérite, au niveau des sagas, de conclure celle du pays des vagues plus rapidement que la saga du Shinigami remplaçant dans Bleach, ou celle d'East Blue dans One Piece, ce qui en fait le shonen de sa génération le plus facile à relire. Du côté de Demon Slayer, du chapitre 1 à 9, on a l'arc de la sélection finale. Il couvre plusieurs étapes décisives. La mort de la famille de Tanjiro, la découverte que sa sœur Nezuko est devenue un démon, la confrontation avec Tomioka, qui veut l'éliminer, sa rencontre avec Orokodaki, qui accepte de lui enseigner le souffle de l'eau, l'entraînement à la maîtrise de cette technique et l'épreuve de la sélection finale, que Tanjiro parvient à surmonter. Il devient ainsi un pourfendeur de démons et obtient une lame du soleil, indispensable pour affronter les démons de Muzan. Par rapport à la concurrence, c'est un premier arc très efficace.
Chaque élément du récit s'enchaîne sans digression, avec une progression claire. L'objectif de l'arc est de rendre Tanjiro apte à combattre les démons et capable de contrôler sa sœur si elle devient incontrôlable. Tanjiro n'a pas encore soigné sa sœur ni vaincu Muzan à ce stade, mais son parcours le rapproche déjà concrètement de cet objectif. Il est bien plus avancé dans sa trajectoire que Luffy dans sa quête du One Piece, ou que Naruto dans son rêve de devenir Hokage. Certains pourraient trouver ça trop linéaire ou prévisible, mais ce n'est pas un défaut, au contraire. Plus une intrigue se lie avec fluidité et clarté, plus ça signifie qu'elle a été travaillée et épurée pour retirer tout ce qui est inutile. Le but est souvent de permettre au lecteur de suivre sans peine le parcours initiatique du héros, et de l'emmener rapidement à des moments intéressants et forts. En tant que consommateur, ça semble simple à faire, mais en tant que créateur, réussir à atteindre ce niveau de lisibilité est extrêmement difficile. L'arc prépare aussi les enjeux long terme pour trouver un moyen de guérir Nezuko et d'affronter Muzan. Sur ce point, dans l'ancienne génération, Demon Slayer rivalise avec Dragon Ball. Mais là où Dragon Ball restait encore marqué par l'humour, et n'avait pas encore pris le visage sérieux qui viendra plus tard avec Tao Pai Pai ou Piccolo, Demon Slayer affirme dès son premier arc une direction claire et cohérente dans son ton. Et ça, c'est plutôt fort. Du côté de la New Gen, chez SNK, ce qui ressemble le plus à l'arc Pilaf se déroule entre le chapitre 1 à 18. Il y a la chute de Shingashina, avec l'attaque du titan colossal et du titan cuirassé, la mort de la mère des reines et l'introduction des 104 recrues. Puis vient ce qui ressemble le plus à une véritable fin d'arc, la bataille de Trost, qui marque la première grande confrontation contre les titans, avec une nouvelle attaque du titan colossal, et surtout l'apparition du titan assaillant des reines, qui représente finalement pour les Eldiens leur seul moyen de résoudre leurs problèmes et d'affronter les titans. Cela fait bien avancer l'histoire vers l'objectif long terme. On pourrait se dire que SNK est aussi efficace que Demon Slayer, mais Demon Slayer fait en 9 chapitres ce que SNK a fait en 18. Et il faut rappeler que les chapitres de l'attaque des titans sont plus longs, du fait de sa publication mensuelle. Un chapitre de SNK fait en moyenne 40 à 50 pages, alors qu'un chapitre de Demon Slayer fait plutôt entre 18 et 20 pages. Du côté de My Hero Academia, les chapitres 1 à 4 correspondent à l'arc du test d'entrée à Yue. Izuku rencontre All Might, hérite de One for All, passe son examen d'entrée et le réussit. En seulement 4 chapitres, l'intrigue avance considérablement, ce qui est très efficace. Le problème, si on compare avec SNK ou Demon Slayer, c'est qu'il n'existe pas encore de véritable danger pour le héros. Sur le long terme, le projet narratif est de vaincre All for One. Le Midoriya est encore très loin d'avoir la capacité d'affronter ses sbires. Ses pouvoirs ne sont pas faits pour lui, et il doit apprendre à les maîtriser. En réalité, ce qui ressemble le plus à un premier arc solide avec de vrais enjeux, c'est l'attaque de l'USJ, qui introduit la Ligue des Vilains du chapitre 12 au chapitre 21. Entre-temps, on trouve des arcs importants, mais moins dynamiques, du chapitre 5 à 7, comme l'arc du test d'évaluation des haltères, où la classe 1A est testée par Aizawa, et des chapitres 8 à 11, l'arc de l'entraînement au combat, où les élèves s'affrontent en binôme dans un exercice héros contre vilain. Jusque-là, Deku est simplement heureux d'avoir intégré Yue, mais aucune menace concrète n'intervient. Ces séquences enrichissent l'univers scolaire, mais sans l'attaque de l'USJ, l'intrigue n'aurait pas véritablement décollé. Du côté de Jijika, on a l'arc de la naissance de la Matrice, du chapitre 1 à 18. Il introduit Yuji Itadori, qui avale un doigt de Sukuna pour sauver ses amis et devient son hôte. Il rencontre Gojo, puis est épargné, à condition de collecter les autres doigts de Sukuna. C'est aussi dans cet arc que se forme le trio Yuji, Megumi et Nobara. L'arc inclut leur première mission dangereuse, le centre de détention pour mineurs, et échoue. Yuji y affronte un fléau de classe spéciale et se fait vaincre. Sukuna prend alors le contrôle de son corps et lui arrache le cœur. Yuji meurt pour la première fois. Pour revenir à la vie, il est contraint d'accepter un pacte avec Sukuna. Ce contrat aura des conséquences déterminantes pour la suite de l'histoire. Factuellement, ce contrat se termine au chapitre 11, ce qui pourrait être considéré comme une fin d'arc. Cela rendrait Jijika équivalent à Demon Slayer en termes d'efficacité narrative. Mais officiellement, les chapitres 12 et 18 sont inclus dans l'arc d'introduction, car ils contiennent plusieurs éléments importants pour la suite, impossibles à rattacher à l'arc suivant, Petit Poisson et Retour de Bâton, qui introduit Mahito. L'histoire progresse vite, mais Jijika accomplit officiellement en 18 chapitres ce que Demon Slayer installe en 9. Je préfère me limiter à ces 3 angles d'analyse du scénario, sinon la vidéo serait vraiment plus longue. Mais si vous appréciez ce genre de comparaison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si j'ai plus de 1000 likes sur un commentaire qui m'en fait la demande, c'est assez probable que j'en fasse une vidéo. L'étude des premiers arcs montre à quel point la manière d'aborder l'introduction d'une série a évolué avec le temps. Dans les années 80, Dragon Ball pose un cadre simple et autonome, avec un objectif clair, réunir les Dragon Ball, et une conclusion bouclée, permettant à l'histoire de s'arrêter ou de se poursuivre. Dans les années 90-2000, les successeurs héritent de son ton comique, mais perdent en efficacité. Leurs arcs d'introduction sont plus longs, parfois digressifs, et peinent à installer immédiatement un enjeu central. A l'inverse, la New Gen illustre un recentrage narratif. Demon Slayer va droit à l'essentiel, en moins de 10 chapitres, reliant l'introduction et l'objectif final dans une progression fluide. SNK, avec ses chapitres plus longs, prend davantage de temps, mais introduit aussi une menace existentielle dès le départ. Jijika introduit sa menace à travers le pacte avec Sukuna en 18 chapitres. MHA peine à définir un arc initial solide, mais l'attaque de l'USJ lui permet finalement de décoller au chapitre 21.
En somme, là où les shonen de l'âge d'or misaient sur la durée et l'accumulation, la génération actuelle privilégie l'efficacité et l'attention dramatique immédiate. Mais force est de constater que dans la New Gen, Demon Slayer fait ce que les autres font plus vite et de façon efficace, sans jamais perdre son fil narratif. Le succès de Demon Slayer s'explique aussi par son originalité. Beaucoup de personnes ne trouvent pas Demon Slayer original, mais trouvent que des histoires comme l'Attaque des Titans le sont. Mais au final, c'est quoi l'originalité ? La définition qui m'a semblé la plus pertinente, après avoir longuement cherché sur le net, c'est que l'originalité, c'est ce qui n'est copié sur aucun modèle. Et quand on envisage les choses sous cet angle, combien de mangas sont vraiment originaux ? Par exemple, Dragon Ball s'inspire énormément du voyage vers l'Occident, que ce soit pour le personnage de Sun Wukong qui inspirait Goku, son nuage magique ou son bâton. Naruto s'inspire des ninjas historiques, des yokai ou encore des mudras issus du folklore et de la mythologie japonaise. One Piece puise dans l'âge d'or de la piraterie en reprenant parfois le vrai nom de pirates ayant existé. Même Shingeki no Kyojin, souvent cité comme original, présente un bestiaire qui rappelle clairement les géants et les titans déjà présents dans la mythologie grecque, nordique ou la Bible avec les Néphilim. Donc finalement, existe-t-il vraiment un seul manga qui soit totalement original ? En réalité, ce qui se rapproche le plus du concept d'originalité, ce n'est pas l'invention pure, mais l'assemblage que l'auteur fait de ce qui existe déjà, de ses références, pour proposer quelque chose de neuf. C'est cet assemblage d'idées que le public apprécie et qu'il appelle par erreur originalité. Beaucoup d'histoires combinent des éléments originaux ou inattendus, mais ne réussissent pas forcément à toucher le grand public. Il faut aussi que l'assemblage ait du sens, qu'il soit cohérent, qu'il raconte quelque chose qui parle aux gens. Donc finalement, avec tout ce qu'on a pu voir au niveau de son cadre, de son message, de ses personnages, Demon Slayer est bel et bien original. Et du coup, où se situe le problème ? Pourquoi certains ne le trouvent pas si ouf ? Le succès de Demon Slayer s'explique aussi par ce qu'il symbolise au niveau de l'industrie. Demon Slayer incarne un changement profond dans la manière de créer et de consommer les mangas. Et tout le monde n'adhère pas à cette nouvelle façon de faire. Demon Slayer a une histoire dense, cohérente, pensée dès le départ pour être courte et marquée durablement. Avec ses 23 volumes, il prouve qu'un manga peut raconter une histoire complète avec un début, un développement et une fin solide, sans s'éterniser. Certains disent que plus personne ne parlera dans le futur de Demon Slayer, parce que c'est trop court. Mais personnellement, je pense qu'il connaîtra le même sort que Death Note, qui je le rappelle, ne compte que 12 tomes, mais qui garde une certaine estime auprès du grand public, grâce à son efficacité. Cette efficacité perturbe une partie du public habitué au shonen fleuve, où l'attachement vient souvent de la durée. Pour ces lecteurs, une série courte peut donner l'impression d'être moins marquante, alors qu'il s'agit simplement de formats différents, adaptés aux nouvelles attentes. Les lecteurs de l'ancienne génération cherchaient souvent des univers dans lesquels s'immerger pendant des années. Aujourd'hui, avec Internet, les plateformes et la concurrence des contenus, les récits sont plus rapides, plus efficaces pour capter l'attention, mais pas moins ambitieux, au contraire. Demon Slayer répond à cette exigence. Chaque chapitre avance, chaque tome sert l'intrigue. Pour certains, cela donne une impression de linéarité, mais pour d'autres, c'est une force. Un récit sans gras, clair, qui respecte le temps du lecteur. Avec Internet, qui donne un accès permanent aux critiques et la possibilité de donner son avis rapidement, les œuvres sont analysées dès leur sortie. Cela pousse les auteurs à éviter les longueurs et les incohérences, mais cela crée aussi un paradoxe. Certains regrettent le côté imparfait mais vivant des anciens mangas, quand d'autres saluent la rigueur de Demon Slayer. Contrairement à ce qu'on lui reproche parfois, Demon Slayer n'est pas qu'un bel animé. Son succès repose sur un manga solide, avec un rythme maîtrisé, un scénario clair et des enjeux émotionnels forts. Sa brièveté pourrait être perçue comme un choix artistique, autant qu'un choix éthique. Le fait que la série soit plus courte signifie qu'il y aura moins d'exploitation commerciale, ce qui va a priori contre les intérêts des éditeurs. Mais pour les auteurs, cela représente aussi moins de pression. Il suffit de voir comment certains auteurs, comme Miura, Togashi ou Toriyama, ont souffert du rythme de travail, de la fatigue ou de problèmes de santé, qui poussent parfois à bâcler ou précipiter une fin. Comme ce fut le cas pour Bleach, et comme ce sera peut-être le cas pour la fin de One Piece. C'est d'ailleurs pour ça que les mangas ont la réputation d'avoir de mauvaises fins. Demon Slayer est une histoire qui se termine avant de s'essouffler, et qui prouve qu'un manga peut avoir une fin bien faite. C'est ce qui lui donne sa force, et ce qui peut frustrer ceux qui espéraient un nouveau Naruto ou un nouveau One Piece. Et enfin, Demon Slayer a su toucher un public beaucoup plus large que celui du Shonen Jump, notamment féminin et adulte, preuve que son efficacité narrative dépasse les frontières des générations. L'anime n'a pas juste sauvé un manga médiocre, il a révélé au monde entier une histoire déjà solide, prête à rencontrer son vrai public. Alors allez voir le film de Demon Slayer sans culpabiliser d'aimer ça. Ce que vous ressentez en le regardant est totalement légitime. C'est un excellent manga qui mérite pleinement son succès, porté par une animation exceptionnelle et un scénario parfaitement maîtrisé. Pour ma part, j'irai le voir le 14 septembre. Alors ceux qui le feront aussi, je vous souhaite un bon visionnage. C'était Chris Manga, à bientôt.